Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir une fois de plus de passer l'heure qui s'en vient avec vous. Avec vous et notre invité, M. Jean Richard de Champlain. M. Jean Richard est originaire de Suisse. Il a épousé une charmante jeune fille italienne du beau prénom de Mina. Ensemble, ils ont eu une petite fille au nom encore plus joli si possible, Dorette. Et en 1952, la petite famille émigrait au Canada. Après tant d'années, M. Jean Richard me dit être heureux de la vie qu'il a aujourd'hui. Monsieur Richard, je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je n'ai pas donné trop de détails sur votre vie parce que vous allez vous en charger. D'abord, Monsieur Richard, on doit bien vous connaître dans les milieux de l'horticulture, probablement, dans les milieux aussi religieux. Mais ce qu'on connaît moins, là, c'est Monsieur Richard, l'homme, l'être humain, le petit Jean Richard qui est né en Suisse en 1918, je pense. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez un peu connaître, là, le petit Jean, puis votre histoire à vous. Bonjour, Madame Moster. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je suis né le 4 octobre 1918. En 1918, le 4 octobre, c'était encore la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Mais pas pour longtemps. Le 11 novembre, quand j'avais 5 semaines, l'armistice a été signé et, entre les Allemands et les Français. Et heureusement, la Suisse, bien, c'est un pays neutre, oui. On n'a pas connu la guerre. Vous n'avez connu aucune des deux guerres, finalement? Non, mais comme la Suisse est un pays neutre, il faut avoir une très forte armée. Ah, pour se défendre. Justement, parce qu'un pays neutre ne peut pas avoir d'alliance militaire avec les autres pays, parce qu'il est neutre. Alors, c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui pensent, mais la Suisse n'a pas besoin d'armée. Mais je pense qu'à la Deuxième Guerre mondiale, si nous n'avions pas eu d'armée, probablement qu'Hitler aurait traversé la Suisse. Rien ne l'arrêtait. Oui, c'est ça. Mais vous brûlez les étapes. Vous naissez dans le Jura suisse. Pouvez-vous me parler un peu de vos parents, de votre jeunesse? Mes parents étaient des cultivateurs. Ma mère était d'origine vaudoise. Mon père était d'origine alsacienne. Parlait-on allemand chez vous? Non. Non, français. Non, parce que ma mère était plutôt d'origine vaudoise, mais ses ancêtres étaient des Huguenots qui avaient été chassés de la France par les persécutions religieuses. Et puis, mes ancêtres, du côté de mon père, c'était des anabaptistes qui ont été chassés de la Suisse par les protestants. Oh, vous aviez un passé religieux mouvementé. Je pense que c'est pour ça que je... Oui, hein? Et ça a donné un mariage heureux, vos parents? Ah oui, très bien. Moi, j'avais 4 frères et une sœur, et on avait une grande ferme. On avait beaucoup d'arbres. Alors, c'est peut-être comme ça que j'ai été dirigé à l'école d'arboriculture en Suisse. D'ailleurs, mon instituteur, qui vit encore aujourd'hui... Il doit avoir un âge respectable? Oui, 92 ans, je l'ai rencontré il y a à peu près un mois. Il est encore en forme, et puis il est tout heureux quand ses élèves lui disent « ben moi, c'est vous qui m'avez donné la piqûre des arbres », et puis il est tout fier de ça. Parce que lui vous donnait, comment on appelait ça en ce temps-là, des cours de... Ben, on avait des cours de botanique. De botanique, oui. C'était pas supposé en école primaire, mais lui il faisait ça parce qu'il l'aimait, puis on allait dans la forêt, puis on analysait les plantes, puis j'aimais ça. Ah, comme on disait en ce temps-là, vous herborisiez. Ça, ben oui. Alors, là, vous êtes allé à l'école comment s'appelait le lieu de votre naissance? Fregier-Court. Fregier-Court. C'est un petit village de 200 habitants. Et puis, au bord de la frontière, à 2 kilomètres de l'Alsace. Donc, il y avait une montagne au nord de notre village, et puis de l'autre côté de la montagne, c'était l'Alsace, la France. Mais la Suisse passe pour un des pays les plus propres du monde. Était-ce une réalité quand vous y habitiez? Oui, je pense que certains endroits, surtout la Suisse allemande. La Suisse allemande, les fermes sont fleuries partout, les jardins aussi, il y a des fleurs un peu partout. En Suisse française aussi, mais les Suisses français, ça ressemble un peu aux Français aussi.
Ouais. Est-ce que vous avez la nostalgie des fois, pas du pays en lui-même, mais des paysages? Oh, On ne doit pas oublier on ça. n'oublie Hein? pas le pays où on est né. Non. Non, ça c'est... On est content d'y retourner, mais après 44 ans au Canada, ben, moi je pense que je préférais quand même le Québec. Oui, mais Ouais. alors vous êtes habitué, Oui, vous avez vécu toutes sortes d'expériences, C'est ça. dont nous allons parler d'ailleurs. Et puis vous faites quoi comme études, vos études primaires ensuite? Ben, j'ai pas fait grande étude parce que dans ce temps-là, en Suisse, c'était difficile. Dans un village, il y avait juste l'école primaire. Mais en Suisse, il y a une école complémentaire. Ah, Chaque garçon, entre 15 et 20 ans, tous les hivers, il doit aller à l'école pour pratiquer la grammaire, le français, tout ça, jusqu'à 20 ans. obligatoirement. Ah oui. Ah oui. Ça implique que les jeunes sortaient très tôt pour aller travailler, j'imagine. Oui, oui. Ah. Oui. Le système d'apprentissage n'est pas comme ici. Les jeunes apprentis allaient chez un homme de métier, par exemple, Oui. un cordonnier ou un maréchal ferrant. Jeune apprenti, on peut dire à 14 ans. Oui, Là. c'est ça. Oui. Il allait travailler, il n'avait pas de paye ou presque pas. Ah, il Mais apprenait. quand il a fait 4 ans, là, il avait son diplôme et puis il avait la pratique en même temps que la technique, la théorie. C'était un peu comme les compagnons en France. Là. Oui, ça ressemble à ce Oui. qui se passe, même maintenant en Allemagne aussi. Oui. Les banques, par exemple, engagent des apprentis, puis ils travaillent autant à la banque qu'à l'école. Puis quand ils ont fini leurs études, ben, ils connaissent la pratique, tandis qu'ici, Oui. il y a bien des étudiants, parce qu'ils n'ont pas de pratique, ben, Oui. on ne les engage pas. C'est je le pense. stage Ouais. en même temps pratique Ouais. que théorique. Ouais. Et puis vous étiez heureux de cette solution-là? Bien, moi, j'aimais beaucoup les arbres. Et puis, j'ai été en Suisse allemande pour apprendre l'allemand. Parce qu'en Suisse, de mon temps, on n'avait pas de... C'était pas bilingue. Un village était français, Oui. et dans l'autre vallée, le village était allemand. Puis, tout le monde devait accepter la langue de la majorité. Assez proche, vous ne vous compreniez pas finalement? Ben non. Mais moi, je suis allé 1 année en Suisse allemande, sur une ferme. Puis, Puis l'allemand, ça a bien rentré? C'est assez ardu. C'était difficile. Hein? Mon patron, Oui. qui était un homme méthodique, il a rassemblé toute la famille, tous les employés. Il y avait 3 ou 4 domestiques, une servante. Il les a tous réunis. Il leur a dit, ce jeune homme ici, il vient pour apprendre l'allemand. Bon. Et pour qu'il apprenne l'allemand, à partir d'aujourd'hui, personne ne lui parle en français. L'immersion. Oui, 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 j'imagine très bien. Mais après 1 année, par exemple, je suis rentré chez moi, puis je ne trouvais plus mes mots français. Oui, vous deviez être un peu modelé. Là. Ouais. Et vous étiez reparti en Suisse allemande pour étudier les arbres? Non, Non, justement. simplement Mais là l'allemand. encore, le propriétaire, pendant que j'étais là, on a planté un verger. Moi, j'avais 16 ans. Il a planté un verger, et puis il a écrit lui-même à l'école d'arboriculture, qui était en allemand. Moi, je ne connaissais pas l'allemand, mais l'école était en allemand. Alors, il a écrit lui-même. Puis l'école a répondu, on n'engage aucun élève avant 20 ans. Parce qu'on veut que ces élèves soient efficaces et puis qu'ils apprennent bien, mais il faut qu'il ait 20 ans. Alors, quand j'ai eu 19 ans, le président de la Société d'arboriculture de ma région, il a écrit pour qu'on fasse une faveur pour moi à 19 ans, parce qu'on avait besoin de spécialistes dans notre région. Parce que notre métier, c'était arboriculteur professionnel. On allait de verger en verger pour tailler les arbres, pour greffer, pour planter. Ça, c'était notre métier, comme vous avez ici un plombier qui va d'une maison à l'autre pour faire les réparations de verger. Alors là, je présume à vous entendre que les vergers doivent être très nombreux dans ces pays-là pour avoir besoin de... Beaucoup de vergers. Oui. Puis l'école que j'ai suivie, c'était en Suisse, il y a 22 États. Alors, un des États, l'État de Berne, on appelle ça des cantons en Suisse, et avait une école d'arboriculture, puis avait découvert une nouvelle technique de rajeunissement des vieux arbres. Ah oui. Alors, quelque chose de Et révolutionnaire. ça marchait. Puis là, ça a très bien marché parce que ça a été enseigné par l'école. C'est pas parti de particulier.
tout de suite, le gouvernement a appuyé cette école. Et puis, ça s'est répandu dans les autres cantons, dans les autres États. Et puis, quand moi j'ai fait l'école, il y avait déjà peut-être une vingtaine d'années que ça existait. Et puis, moi, j'ai introduit cette technique dans ma région. Là, vous avez été chanceux, Monsieur Richard, tout de suite du travail, même un an avant l'âge légal. Ah ben là, oui, l'école, ils m'ont... Mais c'était dur parce que tous mes camarades parlaient l'allemand, puis Oui. moi, pendant que mes camarades allaient s'amuser le soir, allaient se promener, ben moi, je prenais les cahiers de mes camarades, puis je copiais leur texte. Déclinaison. Puis mon professeur m'a dit un jour, il dit, vous, là, vous compreniez rien. La technique était compliquée. Oui. Puis, vous compreniez rien, mais il dit, tout d'un coup, vous avez compris. Ben, j'ai dit oui. Bon, c'est rentré. Et alors, après cette année en Suisse, là, après cette année en Suisse allemande, Oui. qu'est-ce que vous faites, là? Que vous Ben là, avez- je reviens chez vous? Chez nous, on avait une grande ferme, mon père était malade, et puis on était 3, 4 garçons pour diriger la ferme, pour travailler la ferme. C'était une ferme, ben, disons, c'était la plus grande ferme du village. Puis, Pas uniquement de verger, là, non. le bétail Là, aussi. on avait 17 vaches dans ce temps-là, puis on avait 300-400 pommiers, arbres fruitiers, et puis on produisait du blé. En Suisse, les cultivateurs produisent du blé pour la Confédération. La Confédération leur paye beaucoup plus cher que ça ne vaut pour oui. avoir de la nourriture en temps de guerre. Oui, Donc c'était sage dans ce temps-là. oui, parce c'était que- prévoyant. Ben oui. Alors, ben moi j'aimais beaucoup la menuiserie aussi. J'avais... Il n'y a pas d'objection. Non, j'ai commencé à fabriquer des petits meubles et puis pour finir, bien, un marchand de meubles a commencé de m'en acheter. Et puis pendant 6 ans, j'ai fabriqué des meubles, des armoires, des commodes, des lits, toutes sortes de meubles. Et là, vous aviez une autre entreprise à votre compte. Ben oui. Est-ce que c'est en vendant ces meubles que vous avez rencontré la belle petite jeune fille qui s'appelait Mina? Non, j'étais encore sur la ferme. Elle est d'origine italienne. Et puis elle est devenue la gardienne dans une famille à côté de chez nous, à la fromagerie à côté de chez nous. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Que vous vous rencontrâtes et, Oui, c'est ça. et vous vous êtes mariés en 1940. En 1940, là encore, ça c'est toute une histoire. En 1940, La guerre. Mina est née en Suisse. Oui. Mais c'est pas parce qu'elle est née en Suisse qu'elle est devenue suissesse. Ah, la nationalité des parents. Ses parents étaient italiens. Donc, Avant notre mariage, elle devait demander un permis en Italie. Puis dans ce temps-là, ben, c'était Mussolini. Un permis en Italie pour pouvoir rester dans le pays où elle est née. Moi, je trouvais que c'était exagéré. oui, il y a quelque chose Ouais. un peu Son là. père a travaillé 30 ans en Suisse comme mineur pour creuser le tunnel du Simplon qui traverse les Alpes de la Suisse à l'Italie. Et puis, il est allé mourir dans la misère dans ses vieux jours. Donc, mais les lois aujourd'hui ont changé en Suisse, heureusement, parce que... Mais en ce temps-là, Mina, est-ce qu'elle a eu de la misère à l'avoir, son permis? Non, justement, comme c'était la guerre... Ah et oui, puis c'est que vrai. On voulait se marier à l'automne de 40, mais comme il fallait demander les papiers en Italie, on s'est dit qu'il faut demander ça au moins 6 mois d'avance. Fait qu'on a reçu les papiers au bout de 6 semaines, et puis on avait 6 semaines pour nous marier. C'était assez rapide. Ben oui. Vous étiez... On a fixé la date du mariage le 4 juillet 1940. Mais au mois de juin 40, les armées allemandes ont envahi la France. Puis moi, j'étais au service militaire. Ah oui, depuis Ben 2 ans déjà. J'avais demandé un congé au service militaire Oui. pour le mariage. Mais comme en Suisse, on est mobilisé, on était mobilisé pendant la guerre pour 1 mois, pour 6 semaines. Chaque compagnie, on a tout notre équipement avec nous. On a notre fusil, nos armes, on a notre munition, puis on a tout notre équipement, puis on rentre à la maison avec ça. Mais c'est comme une armée préventive, en fait, Ah oui. parce que la Suisse n'a jamais été attaquée. Ah non. La Suisse, justement, a une bonne armée. Elle dit aux voisins, elle dit, nous, on ne vous attaquera jamais, mais essayez pas de nous attaquer parce qu'on se défendra. Oui, oui. Ah oui, puis je pense que si Hitler serait venu en Suisse, moi, je serais plus en vie, certain, parce que
il n'était pas aimé. Mais là, vous êtes appelé, vous aussi, là. Ah ben oui. Jeune marié, il faut quitter. Non, mais en 1939, j'étais pas marié. Puis la guerre a éclaté au mois de septembre. Ah, vous avez été appelé en 1939. Oui, j'ai fait mon école militaire en 1938. Oui. Puis en 1939, bien, je reçois un ordre de marche. Puis tous les soldats suisses, ils sont mobilisés tout près de la frontière. Donc on va à notre poste à pied. C'est pas loin, à 5-6 km de chez nous. Alors, comme ça, bien, en 1939, on a mobilisé autour de toute la frontière, tout autour de la Suisse. Et puis, en 1940, ben, c'était l'occupation, bien sûr. Les Allemands avaient commencé d'occuper la Pologne. Et puis, au mois de juin, ils ont envahi le Danemark, la Hollande, la Belgique, la Suisse. La Suisse, la France. Puis, alors à ce moment-là, bien, moi, j'avais demandé un congé pour notre mariage. Et puis, entre-temps, bien, je reçois un ordre de marche d'aller chercher mon équipement. Fait que, on se mariait le 4 juillet. Et puis, le 5 juillet, bien, je devais aller chercher mon équipement au service militaire. Donc, on n'a pas eu un grand voyage de noces. Mais c'était pour démobiliser, donc c'était pas grave. Oui, ça ne vous a pas empêché de faire un voyage après. De faire un voyage après. Oui. Ben oui. Et alors, ben, nous en sommes à ce voyage après, puis vous vous établissez, j'imagine, sur le domaine de vos parents? Ben non, là j'ai travaillé pour mon père d'abord, mais tout en fabriquant des meubles. Les meubles, oui. Et puis en même temps, ben, j'avais un commerce de fruits, je ramassais les meubles, les fruits en gros de toute la région, et j'expédiais ça dans les grandes villes en Suisse. Très occupé. Puis après ça, j'avais aussi un pulvérisateur à moteur pour arroser les arbres. Puis à ce moment-là, ben, je vendais beaucoup de produits chimiques. Puis, DDT et compagnie, oui. C'est plus tard que la notion de l'environnement vous vient. Ben là, j'ai vu les dégâts de tous ces produits chimiques, déjà là. Et puis, mais entre-temps, le commerce pour lequel je fabriquais des meubles était à vendre. Puis le propriétaire me dit, Jean, il dit, je ne pourrais plus t'acheter de meubles parce que je vends mon commerce. Tout de suite, moi, je lui dis, ben, je vous l'achète, votre commerce. Ah, vous étiez un fonceur. Et puis, il dit, ben, voyons, tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai dit, l'argent, c'est secondaire. Alors, je pense que ça, c'est pas un problème pour moi. Puis c'est vrai. Mon père avait de l'argent, puis quand je lui ai dit que j'avais l'occasion de reprendre ce commerce, il m'a dit, on va t'aider, il n'y a pas de problème. Vous aviez un père généreux. Oui. Alors, vous reprenez le commerce, puis votre petite fille, vous avez une petite fille. Oui, quand on a repris le commerce, elle avait 4 ans. Dorette, est-ce que ce prénom-là est typiquement suisse? Je trouve ça tellement beau. Mina avait une amie qui s'appelait Dorette, puis elle l'aimait beaucoup, elle la trouvait belle, puis elle a dit, je vais l'appeler, si j'ai une fille, je l'appelle Dorette. Puis, alors, vous avez eu Dorette aînée. Oui. Et je voudrais vous demander, vous avez l'air bien en Suisse, femme, petite fille, commerce qui marche, un père qui vous aide à l'occasion, puis tout d'un coup, là, vous décidez, je m'en vais au Canada, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y avait un voisin qui me voyait vendre des meubles, tout ça, puis qui voyait mon commerce prospérer, puis lui, il me dit, il dit, Monsieur Richard, dans 25 ans, vous serez propriétaire de tout le quartier. Alors j'ai dit, tu ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Chaque printemps, lorsque les arbres étaient en fleurs, moi j'avais l'ennui, je vais faire autre chose dans ma vie. Acheter des meubles, juste acheter des meubles, les revendre pour faire de l'argent, moi ça, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ah, vous n'étiez pas satisfait au fond, là? Non, il me semblait qu'il y avait quelque chose que... Puis, disons que ça vient aussi de mon origine chrétienne, et puis je pense que nous sommes tous des chrétiens, des temples du Saint-Esprit, puis on doit écouter la petite voix dans notre cœur. Puis moi, ben, j'ai écouté ça, puis à force de méditation, de prière, ben, j'ai compris qu'il fallait partir. Mais pour prendre une décision pareille, pour un motif aussi intérieur, il fallait que vous ayez été formé dans une spiritualité. D'où preniez-vous cette... Bien, je pense que ça vient de ma mère, parce que ma mère m'a dit, quand j'avais 12 ans, elle m'a dit, quand j'étais enceinte de toi, ben, je t'ai consacré au Seigneur.
Donc, vous étiez dans un milieu... Il me semble que j'ai eu aucun mérite, mais seulement il y a quelque chose qui n'a pas été approfondi dans l'Église d'aujourd'hui, c'est l'action du Saint-Esprit dans chaque personne. Puis ça, ben, je l'ai appris non seulement dans les choses matérielles que j'ai accomplis, les livres que j'ai écrits, tout ça. Pour moi, il y a des lois naturelles, puis il y a des lois spirituelles, mais c'est tout créé par le même Dieu. Je le penserais. Ah oui. Surtout pour ceux qui se réclament du Christ, Oui, dénomination chrétienne. C'est ça. Mais dites-moi, monsieur Richard, il faut méditer longtemps puis réfléchir encore plus pour prendre une décision comme ça. Là, c'est tout. Vous faites pas table rase, mais vous abandonnez. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Votre famille. Pour moi, ça a été assez facile parce que moi, la méditation, la prière, tout ça, il me semble que c'est presque naturel. Mais pour mon épouse, Mina, là, lui dire, écoute, Mina, on vend notre commerce, on part, puis on s'en va dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais pourquoi devoir changer de pays? Vous ne pouviez pas vivre différemment chez vous? Ben non, en Suisse, le métier d'arboriculteur est tellement restreint. On peut travailler quelques mois, mais on ne peut pas y passer sa vie. Puis aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai fait en Ontario, ben, j'ai enseigné la taille suisse des pommiers en Ontario. Et puis ça a fait une révolution dans le sud de l'Ontario. Après ça, ben, au Québec, ben, j'ai enseigné à Rougemont une centaine de pommiculteurs. Puis ça, en Suisse, vous n'auriez pas pu le faire? Non, c'est tous des petits vergers. Oui. Mais à Rougemont, là, j'ai enseigné une centaine de pommiculteurs, puis ils ont tous au-dessus de 3 000 à 4 000 pommiers chacun. Donc c'est des grands professionnels. Alors moi, là j'étais dans mon élément. Là, j'essaye de vous comprendre. Ce que vous vouliez, c'était répandre votre savoir, ni plus ni moins. Ben, mais non, je pense que chacun, on a une place au soleil, puis il faut la prendre, cette place-là. Puis la vôtre, c'était de changer de pays? C'était de travailler avec la nature, avec les arbres. Et puis, là, au Canada, vous étiez servi? Ben oui, ben oui. Mais j'imagine comment ça s'est passé avec votre épouse, là. Ah ben, c'était très difficile, mais pour finir, il dit, il faut bien que j'aille avec lui, sinon il va partir tout seul. C'était une raison. Hein? Ouais. Mais aujourd'hui, je suis content parce que Mina, bien, ça fait maintenant 56 ans qu'on est mariés. Puis, 56 ans. Oui, c'est une épouse qui a vraiment, qui vraiment est économe. Et puis là, on revient d'un voyage en Europe, puis en Italie. Elle a une sœur en Italie. Moi, j'ai des frères et sœurs en Suisse avec leur famille. Mais on est tout contents de revenir. Mais je vous ai rencontré chez vous dernièrement, là, puis je trouve que vous en parlez avec tellement d'amour de Mina. Ben, j'avais envie de la connaître, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Ben oui. Quel genre de femme est-elle? Mina est très sociable. Et puis, elle répond de la joie. Là, si elle est dans une assemblée, par exemple, une fois, elle était à Champlain à une pièce de théâtre. Et elle riait tellement que elle faisait rire tout le monde. Ah, c'était communicatif. C'est ça, les gens ont dit à Champlain, ils ont dit on va l'inviter juste pour se mettre au premier banc, pour faire rire le monde. C'est réconfortant du monde vif comme ça. Ouais. Et alors, vous vous en venez au Québec, non pas au Québec, au Canada, en Ontario pour commencer. Faites-vous la traversée en bateau en ce temps-là? En bateau, oui. Dans ce temps-là, il y avait des bureaux en Suisse du Canadian Pacific. Oui. Ah oui. Le Canadian Pacific est propriétaire d'avions, de bateaux, de chemins de fer. Ah oui. Et puis ils ont des bureaux pour l'immigration en Europe. Fait qu'on a rencontré un des bureaux à Lausanne, en Suisse. Et puis il nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Fait que moi je me suis inscrit. Puis mais il fallait vendre notre commerce, puis c'était pas facile. Puis on l'a vendu quand même. Puis vous aviez envie de réaliser votre désir. Puis moi, mon désir, bien moi je me disais, je vais passer ma vie dans un verger parce que... C'était trop restreint pour... Puis on a acheté une petite ferme en Ontario, il y avait 950 pruniers, je pense. Mais dites-moi donc, M. Richard, avant de parler des arbres, vous arrivez en Ontario, parlez-vous anglais? Pas un mot. Parce que
Une autre immersion. Savez-vous, on ne connaissait pas le Canada. On nous avait dit, ah, le Canada, c'est un pays bilingue, il n'y a pas de problème. Oui, ça dépend où. Nous, il fallait aller dans un endroit où on produit des fruits. Ah oui. Avec le sud de l'Ontario, ben, on produit des pêches, des prunes, du raisin. Alors, je me suis dit, ben, il faut aller là. C'était l'endroit, mais comment on arrive Arrivé là, pas un mot d'anglais. Oh! Et puis, bon, il m'est arrivé une chose extraordinaire, là. Le monsieur qui m'a vendu la ferme, il avait planté 20 ans auparavant des pruniers, puis il ne savait pas comment les tailler, puis les prunes étaient tout petites. Puis il a pensé qu'il vendait ça à un immigrant qui ne connaissait rien. Fait que tout de suite en arrivant, j'ai tout transformé ces arbres. On est arrivé le 15 avril, et puis jusqu'au 1er mai, on a tout taillé ces pruniers, puis il y a eu une tellement bonne récolte cette année-là que les prunes étaient 2 fois plus grosses que les voisins. Mais dites-moi, y a-t-il un secret magique, là? La taille des arbres, juste en taillant des arbres. Ah oui. Pouvez-vous m'expliquer là brièvement? Je ne suis pas spécialiste. Je l'ai prouvé à Rougemont. Je ne voulais pas discuter avec les agronomes, les spécialistes. J'ai été taillé dans 4 vergers différents. Et puis ils voulaient discuter. Pourquoi tu enlèves tant de branches? Pourquoi la récolte va diminuer? Moi, je leur ai dit, ben, écoutez, j'ai dit, je vais enlever la moitié des branches à un pommier de 30, 40 ans, 50 ans. Et puis vous aurez autant de pommes que si je ne les ai pas taillées. Puis ça, ils ne le croyaient pas. Ben, je dis, vous allez le croire, moi, vous verrez. Alors, à l'automne, bien, ils l'ont vu. Mais seulement, mais pourquoi? On enlève la moitié des branches. Oui. Mais c'est bien facile. Dans le haut de la branche, dans le haut de l'arbre, il y a toujours les grosses pommes, dans le haut. Dans le bas, ils sont tout petites. Il n'y a pas assez de vigueur. Les bourgeons à fruits sont tellement proches l'un de l'autre en bas qu'ils ne grossissent pas, ils restent petits. Mais quand tu coupes les branches du haut, la sève s'en va dans les pommes du bas, et puis tu as autant de récoltes que si tu n'avais pas taillé. En somme, on rend de la sève à ceux qui n'en avaient pas. C'est ça. Oui. Puis, c'est très logique. Ça a été... Il y a eu, bien sûr, beaucoup de pommiculteurs, ils disaient, ouais, c'est pas logique parce que, regarde, les belles pommes sont en haut. Puis toi, tu coupes ces belles pommes. Et moi, je leur dis, quand je les ai coupées, ces belles branches-là, à quel endroit vont être les belles pommes, les grosses? Ils disent, bien, c'est en bas. Ça va être en bas. Et puis, alors ils ont vu ça à Rougemont, puis ben, j'ai pas eu besoin de faire de propagande. Ils m'ont téléphoné, les Oblats de Rougemont. Ils ont dit, on organise 2 cours de 20 personnes chacun, venez nous apprendre à tailler nos arbres. Monsieur Richard, vous avez acheté une ferme en Ontario qui avait un nom tellement poétique. Vous appeliez ça la colline aux oiseaux. D'où vous est venu? Êtes-vous poète sur les bords un peu? Il y a certaines chansons qu'on aime beaucoup, comme par exemple, ça n'a rien à voir avec les oiseaux, mais Ma cabane au Canada. Ah oui? On la connaissait bien mieux en Europe qu'ici. Oui. On la chante plus en Europe qu'ici. On la paraît de 1000 histoires. À propos, une fois entre parenthèses, on était avec un agent d'immeuble, et puis on s'arrête à une place. Puis l'agent d'immeuble nous montre une cabane. Puis en Europe, ça? Non, au Canada. Ah, au Canada. Puis là, je lui dis, où est-ce qu'elle est, la maison? Elle dit, vous l'avez devant vous? Ah, ben j'ai dit, c'est ma cabane au Canada. Elle devait être assez minuscule. Ben oui. Mais à propos de la colline aux oiseaux, il y avait tellement d'oiseaux de toutes les couleurs. Oh, il y avait des canaris, des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux qui étaient de passage. Et puis on arrivait sur la ferme, on a trouvé ça tellement beau. On a baptisé notre maison la colline aux oiseaux parce que la ferme était sur une petite colline. Ouais. C'était un paradis terrestre un peu. Oui, genre, oui. Mais petite colline, ça devait faire changement avec vos montagnes suisses quand même. Ah oui, ben oui. Mais quoique l'endroit où je suis né, c'est au pied d'une montagne. Et puis au pied de cette montagne, c'est la plaine. Ah oui, mais vous aviez tout de même la perspective des montagnes. Oui, c'est ça. Ouais. Alors vous vous établissez là. Comment, madame, supporte... Vous, je pense que ça a dû aller comme acclimatation, ben oui. votre Pour moi, profession. Ben, on était plongé dans l'anglais, on ne savait pas l'anglais du tout. Ah puis, oui, il fallait... on n'était même pas capable de dire
potatoes pour un sac de pommes de terre, puis je vous assure, c'était pas... Et qu'avez-vous fait? Moi, j'avais un petit calendrier, pas calendrier, un petit dictionnaire, Oui, ah, français-anglais, puis quand j'allais dans une quincaillerie, bien, je prenais oui. mon dictionnaire, puis je le montrais. Un jour, le propriétaire d'un magasin, il a invité tous ses amis, il dit, venez voir ce jeune homme-là, comment est-ce qu'il se débrouille, il dit, il va se débrouiller. Mais on n'avait pas le choix. Et c'est ça qui est Puis, arrivé. Ben oui. Madame aussi? Ben oui, puis là, on a commencé d'aller à l'école pour apprendre l'anglais un peu. Et puis, ce qui est arrivé, au bout de 2 mois qu'on était là, celui qui nous a vendu la ferme, il a vu que son verger allait produire des fruits magnifiques. Fait qu'il a fait une dépression. Puis son médecin lui a dit, il faut que tu rachètes la ferme que tu as vendue. Quel remède! Ben oui. Puis là, ben, il vient, puis moi je me suis dit, ben je vais lui faire payer un gros montant. J'ai fait le prix. Vrai. Et puis Mina, elle était contente. Elle dit, tu vois, c'est la preuve qu'on doit retourner en Suisse. Oh, mais ça n'a pas été ça. Ben là, quand je lui ai dit le prix, savez-vous ce qu'il me dit? Son père était là, son père était très riche. Il dit, quand est-ce qu'on va chez le notaire? Oh, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas venu au Canada pour acheter des fermes puis les revendre. J'ai dit, vous allez faire rire de vous. Moi, je me suis moqué d'eux. J'ai dit, écoutez, vous venez de vendre cette ferme à un immigrant, puis là, vous voulez la racheter tout de suite. J'ai dit, moi, réfléchissez un peu. Ça fait qu'ils n'ont pas acheté tout de suite. Ça frisait un peu le ridicule par bout. Ben oui. Mais vous, avec votre épouse, là, elle a du sang. Aviez-vous des amis francophones, au moins dans la région? Non. Oh non. Vous étiez seul, là, isolé? N'importe qui qu'on rencontrait, on disait, do you speak French? Oh. Pourquoi? Ouais. Ah non, le français, il ne fallait pas en parler là-bas. Puis, pourtant, les noms de presque tous les voisins, c'était des noms francophones. Oui, c'est très étrange. Des Martins, des boulangers, des gens de noms francophones. Mais c'est des ancêtres qui avaient changé leur vie. Vous avez passé à travers ça. Qu'est-ce qui vous a aidé à vaincre cette solitude à deux, là, en fait? Parce que c'est une solitude. Hein? Tout de suite, moi, j'ai commencé de tailler mon verger. Oui, et vous avez fait des miracles, là? Bien là, l'année qu'on est parti, 3 ans après, on a taillé un verger de 500 pommiers. Et puis j'ai travaillé presque pour rien, parce que... Oui. Mais dans ce temps-là, le professionnel n'était pas payé cher, 65 cents de l'heure. Disons que la vie était peut-être un peu... Mais le propriétaire de ce verger-là, il était pour la classification de ses pommes au 28e rang. C'était les pommes les plus mauvaises, les plus petites. Ah oui. Puis je lui ai dit, après la première année de taille, tu vas passer dans les premiers. Et c'est arrivé. Puis il est arrivé au 2e rang. Puis moi, je dis en riant, il ne pouvait pas arriver au premier parce que c'était le verger du ministre de l'Agriculture de l'Ontario. Non, c'était pas pour ça, c'est parce que ce verger était jeune. Oui. Ouais. Mais alors, bien sûr, quand je suis arrivé au Québec, j'avais l'expérience. Là, c'est après 3 ans, vous me dites, que vous arrivez au Québec. Là, vous en avez assez, vous voulez parler français. J'imagine. Bien non, c'est pas ça, c'est autre chose. J'ai été à l'école biblique au Québec, à Lennoxville, dans une école biblique. Mais c'est ça c'est l'école biblique qui vous a c'est des pasteurs qui travaillaient en Abitibi, qui avaient des difficultés dans ce temps-là. C'était terrible. Ils faisaient de la prison à cause de la foi, tout ça. Oui. Puis lui, il ne savait pas le français, puis moi, je ne savais pas l'anglais. Puis là encore, j'ai réfléchi, j'ai médité, puis encore une fois, on a pris une autre décision, tout vendre puis venir au Québec. Comme Abraham, on s'en va. Un peu comme ça, oui. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que il y a quelque chose que j'aimerais peut-être approfondir, c'est qu'il y a le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit, puis ça devient une certitude absolue. Ça je pourrais le partager plus profondément. Alors, si je comprends bien, votre décision de venir au Québec a été poussée par un appel intérieur. Oui, c'est ça. Qu'entendiez-vous comme appel? Bien, moi, j'accepte pas les divisions qu'il y a dans l'Église. Surtout pas parmi les protestants. On est tellement divisés que moi, j'accepte pas ça déjà depuis tout jeune. Quand vous dites les églises, ce sont les églises chrétiennes évangéliques, qui se réclament de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Les baptistes, les pentecôtistes, les frères, des gens de toutes dénominations. Non, pour moi, c'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Alors, bien sûr, je me suis fait beaucoup d'ennemis, mais
Oui, parce que qu'on le veuille ou non, on appartient à une église dès notre naissance. C'est ça. Plus ou moins. Ben oui. Si l'histoire de Jésus-Christ est la vérité, ben, il faut l'écouter. On dit qu'il est ressuscité, mais on ne l'écoute pas. Donc, moi, je pense qu'il nous parle par son esprit. Puis, alors ça, c'est la base de ma vie, mais avec ça, j'ai appris que Dieu était le créateur aussi des lois naturelles. Les choses visibles, tout ça, mais ça n'arrive pas par hasard. Vous pensez que tout ce qui nous arrive dans la vie fait l'objet d'un plan préétabli? Un plan pour chacun de nous, en particulier. Puis c'est à nous de le découvrir. Mais j'aimerais savoir les liens que vous avez découverts pour retrouver le plan qui a été tracé pour vous, là. Ben moi, je pense que c'est la méditation depuis tout jeune. Je ne prends pas une décision avant d'avoir beaucoup réfléchi. Il faut que j'arrive à une certitude avant d'entreprendre un projet, comme par exemple les livres que j'ai écrits. Bien, avant d'écrire le premier livre, bien, il fallait que je sois sûr que ça réussisse. Puis est-ce qu'on peut l'être sûr avant? Non, généralement. Mais on peut. Mais ce que vous avez parlé de livres, j'imagine, vous avez mis sur papier votre expérience pratique. Oui, justement. Justement, j'ai donné des cours au Québec pendant au moins une vingtaine d'années. Là, nous parlons de cours professionnels. Les cours professionnels de production de fruits, de petits fruits, de taille, de greffage, de plantation. Et puis, j'ai donné ces cours-là partout. Puis mes élèves me disaient, pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Je disais, oui, mais écrire un livre, oui. Il faut être sûr. C'est différent, oui. Puis là, ben, j'ai écrit le manuscrit avec Céline Caron, le premier. J'avais 63 ans. Et puis, toutes les maisons d'édition importantes au Québec me l'ont refusé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je capitule parce que les maisons d'édition refusent. Mais non, le livre était écrit. Le manuscrit était écrit. Et puis, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tous les bons auteurs qui sont publiés. Alors, moi, j'ai été voir une imprimerie. J'ai demandé combien ils me demandent pour 1000 livres, 2000, 3000. Quand j'ai vu que 3000 livres, c'était beaucoup meilleur marché que 1000, ben, j'ai commandé 3000. Puis... Mais comme je donnais beaucoup de cours, j'en ai vendu, avant qu'ils sortent de presse, j'en avais vendu déjà pour 3700 $. Donc j'ai pu donner un acompte à l'imprimerie. Et puis, pour finir, ben, un livre qui est publié à compte d'auteur, quand l'auteur a un petit peu des aptitudes commerciales, ben, ça a bien été. Et vous en aviez? Ben oui. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ces livres, en commençant par le premier, c'est celui-là, je pense? Oui. Ben, celui-là, justement, après avoir donné des cours partout dans la province, c'était un guide pratique. Comment produire des fruits au Québec qui soient adaptés au Québec. Alors, j'ai écrit le manuscrit, puis j'ai rencontré les librairies moi-même, puis les centres de jardin comme WH Perron Montréal, les semences Laval dans ce temps-là. Et puis, ça a très bien marché. Au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, bien, mes 3000 livres étaient vendus. Probablement, ça répondait à un besoin. Justement, oui. Puis là, j'en ai publié 5500. La deuxième édition, le deuxième tirage, c'est beaucoup meilleur marché. Alors, ça a bien été. Puis maintenant, malheureusement, ce livre-là est complètement épuisé. Alors, après ça, ben, j'ai publié un autre petit livre sur la taille. Seulement la taille de transformation. Celui-là. La taille qui fait des miracles avec les pommiers. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est surtout pour le rajeunissement des vieux arbres. Quand un pommier, par exemple, les premières pommes se trouvent à 15-20 pieds de hauteur, c'est pas normal. Alors, on peut très bien tailler pour le faire pousser toutes ses branches vers le bas. Et après 5 ans, parce que c'est ça qui est arrivé à Rougemont, puis partout, les pommes sont descendues, puis on peut cueillir les 2 tiers d'un pommier sans échelle. En somme, si je vous entends bien, là, le résultat de vos volumes, c'est le résultat de votre expérience pratique. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Simplement. C'est des livres pratiques. Mais vous avez été jusqu'à aussi traduire en anglais? Ben ça, oui, il faut le faire. Ben, j'ai rencontré un auteur anglophone, Bart Albayer, puis il me dit, j'aimerais ça qu'on écrive le livre en anglais, le premier.
Mais comme il était auteur lui-même, et puis qu'il avait d'expérience avec les régions très froides du Canada, jusqu'en Alaska. Fait qu'on on a écrit ce livre en anglais, donc c'est lui qui l'a écrit en anglais. Bien sûr, on a engagé des correcteurs, des gens pour le corriger. Mais écrire 5000 livres, encore aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as écrit 5000 livres? C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais... Pour un auteur qui n'est même pas dans sa langue maternelle. Mais ça a bien été. J'ai fait un contrat avec Barthes. Barthes vendait les livres aux États-Unis et moi au Canada. Puis on a vendu des livres dans toutes les provinces canadiennes et presque tous les États du nord des États-Unis. Et puis encore maintenant, ben, au bout de quelques années, ce livre, les 5000 livres étaient complètement épuisés. J'en ai publié 2000 autres. Oui, ça ne change pas vraiment, ces soins à donner. Fait que là, il m'en reste quelques centaines. Donc, les deux premiers sont complètement épuisés pour le moment. Celui en anglais, bien, il m'en reste quelques-uns. Et puis le quatrième ici, ça c'est... J'ai un contrat avec la maison Marcel Broquet. Et là, la maison Marcel Broquet en a publié 5000. Et puis là aussi, ils sont complètement épuisés. Et puis... il y aura un tirage prochainement, on espère, mais la maison a des problèmes un peu, puis on espère qu'il va être corrigé. On est en train de le corriger, l'adapter à notre temps aujourd'hui. Voilà. Mais finalement, l'adaptation à notre temps, vous travaillez sur des systèmes écologiques déjà à cette époque-là? Bien, imaginez, quand on a acheté la ferme L'Oasis en 1961. Moi, ici à Champlain, il faut préciser. Moi, j'étais pasteur. Oui. Je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Pourquoi l'avez-vous acheté? Bien, on avait dans notre assemblée, dans nos églises, j'étais responsable d'un petit groupe de chrétiens à Trois-Rivières, un autre à Grand-Mère. Et puis, il était sur l'assistance publique. Puis moi, j'aime pas ça. Je leur ai dit, écoutez, on va vous sortir de l'assistance. On va acheter une ferme. Ah. Et puis là, ben, les autorités ne nous ont pas aidés du tout, du tout. Le jour où ils ont mis les pieds sur la ferme, on leur a coupé l'assistance. Il y en a qui avaient assurance chômage, ils ont été coupés aussi. Ah oui, parce que... Au bout d'un an, ils ont tous abandonné, puis je les comprends. Ils gagnaient moins à travailler fort qu'à rien faire. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, le gouvernement aide quelqu'un qui veut sortir de l'assistance publique. Oui. Mais dans ce temps-là, c'était pas... Ça se faisait pas. Mais ce qu'on a fait, par exemple, moi j'avais des doutes sur l'agriculture moderne. Parce que j'avais des expériences moi-même avec les produits chimiques en Suisse. Et puis je voyais que le sol se détruisait, la matière organique s'en allait, et qu'on avait besoin de produits chimiques pour maintenir le sol vivant. Mais les produits chimiques, ça détruit la nappe phréatique, les sources d'eau. Alors on a fait des expériences pendant 5 ans, de 61 à 75. Des expériences que vous demandiez à votre propre compte. Oui, oui, c'est ça. Puis je faisais analyser le sol. Et puis chaque année, le sol s'enrichissait. Alors je me disais, ben, c'est le contraire de ce que les agronomes disent. Alors après 5 ans, j'ai commencé de faire de la propagande, puis des lettres ouvertes. Puis, et vous avez livré un combat difficile, hein? Oui, mais ça ne fait rien. Moi, il me semble que quand je pense que j'ai raison, plus le combat est dur, plus ça me stimule. Dans ce cas. Mais vous devez être heureux de la pensée environnementale d'aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Parce que là, c'est devenu quasiment pour les jeunes une espèce de religion, je pense, hein, la protection. Mais ce qu'il y a, pour moi, c'est très clair. Je le répète encore, les lois naturelles ont été créées par le même Dieu qui a créé l'univers. Et elles s'appliquent tout autant pour vous à la... Certains. De la même façon qu'un homme, avant de bâtir une maison, il fait des plans, il rêve. Ben, il rêve intelligemment et il fait tout ce qu'il doit faire pour que sa maison devienne visible un jour. Ben, c'est la même chose pour beaucoup de choses. Alors moi, dans ma vie, c'est ça. Je me suis dit, j'ai rêvé d'écrire un livre en anglais. Ben, je l'ai écrit, puis, mais ça ne vient pas tout seul. Il n'y a pas de chance là-dedans. N'importe qui peut vraiment utiliser le même principe. Tout le monde peut rêver, mais ça prend de la persévérance pour aboutir. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Alors, vous avez rêvé d'écrire des livres, de répandre de la bonne façon de traiter la nature? Oui, c'est ça. Oui, mais ce qui est arrivé, est-ce qu'on a encore du temps? Ah, oui, on a encore un quart d'heure. Oui. Bien, un jour, il y a l'abbé Jean-Paul Le Tourneau de Champlain. Il vient me voir, il me dit, Monsieur Richard, dit,
l'école, le Tremplin, on a une fondation, puis on veut fonder une société d'horticulture, puis on va y donner votre nom. Et je pensais qu'on donnait juste les noms des personnes défuntes. Ben oui. Puis moi, je me suis mis à rire, j'ai dit, écoutez, non. J'ai dit, moi, je veux vivre en paix. Là, je pense que j'ai assez combattu pour l'agriculture biologique, puis j'ai dit, là, j'embarquerai. Ben, il dit, il n'y aura pas de problème. Là, je lui ai dit, écoutez, si les universités sont d'accord, si les écoles, les ITA, les instituts de technologie agricole sont d'accord, si les agronomes sont d'accord, si le MAPAC est d'accord, ben, allez-y. Quelques mois après, il arrive avec une charte provinciale. Ah. Puis il avait la charte au nom de la Société d'horticulture Jean Richard à Champlain. Fait que moi, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, vous n'allez pas me... À cause de ça, à cause des honneurs que vous me donnez, m'empêcher de parler. Ah, donc ça n'arrivera pas. Ça ne vous a pas muselé, en fait. Non. Mais ça vous a occupé beaucoup. Oui. Vous avez dû être demandé de plus en plus. Ben oui, un jour l'abbé Le Tourneau me dit que dans une semaine ou deux, 12 maires de la région du secteur des Chenaux vont venir t'apporter un certificat de citoyen d'honneur de chaque municipalité. Puis moi, je disais, ça se peut pas, c'est pas vrai, ça. Moi, je disais, ils viendront pas. Un dimanche après-midi à 2 heures, ils viendront pas, ça se peut pas. Puis il y avait la télévision, puis Mina, ben, elle n'aime pas la télévision. Elle a disparu. Non, elle est venue quand même. Elle est venue Cette fois-là, elle est venue, oui. Mais ils sont venus. Il y a juste un maire qui n'a pas pu venir, mais il a envoyé le promaire. Puis, alors, je me dis, ben, c'est une reconnaissance, on ne la rejette pas. Puis, mais c'est pas fini encore. On continue encore à polluer avec le nitrate beaucoup, puis moi, je ne suis pas satisfait encore. Mais c'est une conversion de longue haleine, ouais. ça. Mais nous parlons de conversion. Moi, je reviens à... On a mentionné tantôt, vous avez été ordonné pasteur. Oui. À la suite de quel cheminement, là? C'était si impératif que ça pour vous, l'appel? Bien, moi, j'étais déjà... On était à la ferme L'Oasis, et puis on avait une salle de réunion. Puis moi, ben, c'était des réunions interconfessionnelles. Et puis, là, il y a une dénomination qui s'appelle l'Église apostolique du Canada, qui m'a offert de m'ordonner. Parce qu'eux, ils auraient voulu que je fonde une autre église à Trois-Rivières. Il y avait déjà des pentecôtistes, puis des baptistes, puis des frères. Puis eux, ils voulaient ça, mais moi, je leur ai dit, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je travaillais à réconcilier toutes ces églises-là. Fait qu'on avait la ferme L'Oasis, puis on avait des réunions, on essayait d'inviter toutes les églises. Personnes de toute confession. Et puis j'ai été ordonné en 61, justement la même année qu'on a acheté la ferme L'Oasis. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'Église unie du Canada, le pasteur Charles Pelletier, qui était très connu, il s'appelait du même nom que l'évêque Pelletier dans ce temps-là. Il se disait il se disait des petits cousins, puis c'est vrai. C'est possible. Alors, moi, j'étais l'assistant, je suis devenu l'assistant du pasteur Pelletier, lui s'occupait de l'Église anglophone, puis moi des francophones. Enfin, après ça, j'étais engagé par l'Église unie, j'ai été à l'université à Halifax pour pouvoir que mon ministère soit reconnu. Parce que ça vous prenait des connaissances bibliques approfondies, j'imagine? Bien, disons que les connaissances bibliques, je lisais la Bible depuis longtemps, depuis peut-être, je ne sais pas, depuis mon jeune âge. Parce qu'il y a une ligue mondiale qui s'appelle la Ligue des lecteurs de la Bible. Ah, sans distinction. C'est ça. Et puis là, si on suit ce programme-là, on lit la Bible, je pense, toutes les années, une fois ou tous les 2 ans, je ne sais pas, en tout cas, j'ai lu la Bible d'un bout à l'autre plusieurs fois. Donc, ça n'a pas été pour moi difficile d'aller à l'école biblique ni à l'université à Halifax. Mais vous allez à l'université, mais vous avez un ménage là pendant ce temps-là. Madame, qu'est-ce qu'elle devient? Ben oui, puis c'était des cours condensés pendant l'été, 2 mois. Et puis, Mina est restée toute seule sur la ferme cette fois-là, puis ça a été dur pour elle. C'est pas évident d'être l'épouse d'un futur pasteur. Non, certain.
Certains, surtout pour moi, mais quand on s'est marié, j'étais pas pasteur. C'était une vocation Ah, non. tardive. Non, mais vous avez eu la chance de la réaliser, Ah oui. puis elle vous a suivi. Ah oui, je suis bien content. Je suis fier Alors, d'elle. moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de votre, j'allais dire votre cheval de bataille, là, comment la paix entre les différentes, comment vous y prenez-vous pour Bien, essayer d'avancer cette cause-là? Ben, j'ai médité pendant 25 ans pour écrire un livre sur ce qui arriverait à Jésus-Christ s'il revenait aujourd'hui. Et- Oui, qu'est-ce qui lui arriverait? Ouais. Ben, je pense que ce serait difficile, puis il y a beaucoup d'églises qui le mettraient tout simplement à la porte. Mais j'aimerais que vous me parliez du début de ce livre-là, le Toi, suis-moi. Vous l'intitulez Toi, suis-moi. Oui. Ben, c'est-à-dire, d'abord, le livre, j'écrivais un livre allégorique pendant 25 ans. Toutes des petites histoires comme les paraboles de l'Évangile. Sur ce qui arriverait à quelqu'un qui viendrait sur cette terre, incognito, puis qui dirait qu'il est envoyé par Dieu. Alors imaginez les réactions. Oui. Alors, quand juste quelques mois avant d'écrire le livre, je passe par une expérience avec une certaine église, et puis j'en parle dans le livre, c'est une infamie qui a été commise. Et puis là, je lisais l'histoire de l'apôtre Pierre. Pierre avait renié son maître, et puis il lui avait dit d'avance, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Puis quand le coq a chanté, Jésus a regardé Pierre. Puis Pierre, il n'a pas pu supporter le regard de Jésus. Il a pleuré tout de suite, il s'est repenti. Mais après, Jésus lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a dit, ben oui, je t'aime. Eh bien, paie mes brebis. Fait qu'il a dit 3 fois ça. Puis pour finir, ben, Pierre était tout heureux de devenir le pasteur de son église, l'église de Jésus-Christ. Mais il y avait à côté de lui, il y avait Jean. Jean, il ne l'avait pas renié son maître. Pierre l'avait renié. Puis là, le bruit courait que Jean, à cause de ça, il vivrait éternellement. Fait que Pierre, il dit, qu'est-ce qui va y arriver à lui, là? Il voulait déjà s'occuper, Pierre était un homme autoritaire, il voulait s'occuper de Jean. Et puis le Seigneur il a dit, laisse-moi m'occuper de Jean. Toi, suis-moi. C'est là que j'ai trouvé le titre, Toi, suis-moi. Donc c'est personnel, chacun pour soi. Autrement dit, toi, tu vas ton chemin. Oui, c'est ça. Mais vous avez été, après ce livre-là, vous êtes entré dans le mouvement international pour une Église chrétienne universelle. Qu'est-ce que ce mouvement, M. Richard? Bien, ça encore, ce sont des gens qui avaient acheté la ferme L'Oasis et puis qui allaient à des réunions quelque part près du Richelieu, là. Au bord du Richelieu. En tout cas, c'était assez loin. Puis ils allaient à ces réunions. Puis moi, je leur dis, est-ce que ces réunions sont charismatiques? Ils disent non, ils ne sont pas charismatiques. Je dis, est-ce qu'ils sont catholiques? Ils disent, ben oui, ils sont catholiques. Puis ils m'ont dit, ben venez avec nous. Enfin, j'étais avec eux. Puis quand j'ai vu qu'ils avaient les mêmes idées que moi, qu'on devait travailler à rassembler les chrétiens sans s'occuper de leur dénomination. Alors, eux m'ont plus ou moins adopté. Puis là, ben, on a demandé une charte provinciale pour un mouvement international de réconciliation. Mais c'est très, très difficile parce que les dénominations acceptent très difficilement de perdre un peu d'autorité aux dépens de l'unité. Mais l'unité, pour vous, c'est le Christ des évangiles. Ben oui. Tous ceux qui sont vraiment qui croient en Jésus-Christ sont membres de la vraie Église, l'Église spirituelle. C'est ça que moi je pense. Mais les hommes ont mis des structures. Puis lui, ben, il ne fait pas partie. Lui, il fait partie. Donc, c'est une séparation qui a été très douloureuse dans le passé. Oui. Mais avez-vous de l'espoir en voyant comment les choses évoluent? Moi, je suis très content parce que, d'ailleurs, la préface de mon livre, c'est Jacques Rinfret qui l'a fait. Au sanctuaire? Celui, il a été 25 ans, je pense, directeur du sanctuaire. Il a été 6 ans curé de Sainte-Madeleine. On a étudié la Bible ensemble. Et puis là, moi, j'ai prêché dans son église 4-5 fois il y a 20 ans, 25 ans. Vous étiez invité? Ah oui. Puis après ça, quand il est devenu curé à cette île, il m'a demandé d'aller faire la même chose à cette île.
Alors, c'est pour ça que quand j'ai écrit mon manuscrit, je l'ai appelé, j'ai demandé s'il pouvait me lire le manuscrit, puis m'écrire la préface. Et Puis il m'a dit, Jean, je serai assez honoré de faire ça pour toi. Alors moi, je trouve que j'ai beaucoup d'espoir. oui, c'est Ah oui. de l'ouverture, hein, Ah je oui. pense, qui nous Ouais. manque. Parce qu'en fait, on est tous réunis par le même. Ben oui, justement. Oui. Justement, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Puis l'Esprit, on ne peut pas mettre de dire, ben l'Esprit, c'est nous qu'on a une partie de l'Esprit, puis l'autre groupe une autre partie. C'est pas Oui, comme ça. les actes des apôtres, moi j'appartiens à Paul, toi t'appartiens Ah ouais, à c'est ça, Silas. c'est la même chose. C'est Ouais. exactement Ouais. une espèce d'influence. Ben oui. Mais là, j'aimerais vous demander, mon Dieu, à l'âge que vous avez, c'est beau d'être en forme comme vous l'êtes, êtes-vous à la retraite? Vous n'avez pas l'air d'un homme qui s'ennuie. Non, ben, j'ai toujours aimé arriver à ma retraite pour faire les choses que j'aime. Alors, Et vous y êtes, là. c'est ça. Il nous reste une petite minute pour énumérer les choses que vous aimez. Être avec Mina. Ah ben oui. Et puis la communion fraternelle avec n'importe qui. J'ai beaucoup d'amis parmi les catholiques, mais j'aimerais ça que toutes ces barrières qui nous séparent, oui. bien que ça disparaisse. Mais ça va venir avec le temps. Alors, je pense, Monsieur Richard, que nous sommes tous d'accord avec vous. Je veux dire, nous, toutes les personnes de bonne volonté. Puis on va continuer à travailler pour l'unité, C'est pour ça. l'amour. C'est ça. C'est la seule chose C'est ça. à faire. Ça. Et il me reste une chose, c'est à vous dire merci d'avoir accepté cette entrevue. Bon, mais ça m'a fait très plaisir, à moi aussi. Alors, à bientôt, Monsieur C'est ça. Richard. À bientôt. Merci. Et à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine tous ensemble. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes reçus, nous, c'est-à-dire moi, l'équipe de Vidéotron, nous sommes reçus par Madame Mercier de Saint-Grégoire. Je dois vous dire tout de suite, nous sommes dans une maison de rêve. La première fois que j'y ai pénétré, et maintenant c'est encore plus fort cette impression-là, j'ai envie de m'asseoir dans un coin de la maison, n'importe lequel, parce qu'ils sont tous aussi beaux un que l'autre. J'ai envie de m'asseoir puis de regarder les œuvres de Madame Mercier, regarder Madame Mercier elle-même, regarder la décoration, l'ensemble de la maison. Vous savez, j'ai l'impression d'être devenue une petite fille qui marche un peu dans un conte de fées aujourd'hui. Alors là, je vous présente Madame Monique Mercier de Saint-Grégoire. Madame Mercier, merci, Bonjour. merci de nous avoir ouvert la porte de votre maison. Bon, ça me fait tellement plaisir parce que ouvrir sa maison, c'est inviter des gens chez soi, mais c'est aussi communiquer, hein? Communiquer, parce que la maison, elle te ressemble. La maison, c'est la personne. Alors, dans une entrevue, je trouve que quand ça se passe à la maison, ben, c'est plus facile, c'est plus convivial, c'est plus amical. Alors, à défaut de rester une heure en contemplation devant une de vos œuvres, nous allons rester une heure à vous découvrir. Si vous permettez, Monique Mercier, j'ai omis de dire que vous étiez peintre, mais je pense que vous êtes assez connue dans la région pour
n'avoir pas besoin d'afficher cette présentation. Mais Madame Mercier, le peintre, c'est sûr, tout le monde la connaît. Madame Mercier, la femme. Madame Mercier, la petite fille. Monique, la petite Monique qui est née à Nicolette en 1934, qui doit être une femme pleine de sensibilité. Bref, c'est vous qu'on veut connaître. Puis dans votre environnement, avec votre petite chienne sur les genoux. Mais oui, la petite Maulune. Alors, si vous voulez bien nous dire un peu qui est cette femme que... Vous savez, j'ai 62 ans. Si je retourne en arrière, il y a un long chemin. Mais je suis née à Nicolette et j'ai toujours vécu à Nicolette jusque tout récemment parce que, comme nous avons pris notre retraite, mon mari et moi, et que nous allons passer l'hiver en Floride, nous avons choisi une maison beaucoup plus petite. Et puis, pour nous permettre nos activités, on est en face du golfe. J'ai retrouvé, par exemple, mon espace puis la rivière. J'ai été élevée à Nicolette face à la rivière, où les horizontalités étaient continuelles. Vous savez, l'hiver,